Il y a un problème avec la réception d'informations dans cet épisode. Donc cette saison 6 commence et ça va. Hein, voilà, c'est de la qualité très acceptable. Après, ça rebondit sur ce qui a été instauré dans l'épisode précédent, qui, je le rappelle, était un petit peu assez décevant pour moi. Donc ça a pas autant de poids que ça devrait à cause de ça. Cela dit, ouais, c'était pas trop mal, même s'il y a des détails qui m'embêtent un petit peu. On va démarrer par ces segments qui me posent le plus problème, à commencer par celui autour d'Arya, où maintenant c'est une mendiante aveugle. Apparemment, c'est le cas, quoi. Elle a été chassée de la maison, ou alors on la force à faire la mendiante maintenant, et voilà, quoi. Elle est aveugle, sans qu'on explique trop comment pour l'instant. Et il y a l'autre élève qui a donc apparemment existe bien, c'était pas une fausse identité ou une connerie comme ça, elle existe bien, qui vient la voir rapidement pour la défier au combat de bâton. Ah, mais je suis aveugle, je peux pas me battre, mais je m'en fous, bats-toi. Et puis elle lui casse la gueule, en gros, et elle dit ah, à demain pour la suite. C'est ce genre de conneries typiques d'entraînement à la Karate Kid et autres, où ah, tu dois apprendre de servir de tes autres sens. C'est ça le truc, c'est pour ça qu'elle a été rendue aveugle, c'est pas juste une histoire d'humilité. Voilà, j'ai le sentiment que ça va me faire le gros coup pourri du ah, c'est mystérieux, y a pas à comprendre. Le spectateur doit se faire une idée de la mentalité de la chose. Voilà, donc pour l'instant, je suis une fois de plus pas pris dedans. Et honnêtement, si c'est pour arriver à ça, limite, j'aurais pas été con qu'on zappe tout ça, qu'on commente juste le moment où elle est accueillie par Jaqen et qu'on fasse une ellipse, là, pour la prochaine fois, on la voit, où elle apparaît après son entraînement, parce que je sens quand même qu'il va y avoir une conclusion à cet entraînement. Je pense quand même, ça me surprendrait que ce soit pas le cas. Tu sais, parce que si c'est pour faire ça, je vous cache pas que c'est pas prenant. Parce qu'à côté de ça, c'est exactement ce qui se passe pour Bran. Ça fait une saison qu'on l'a pas vu, il n'est pas apparu dans cet épisode, et j'imagine qu'il suit une espèce d'entraînement avec le père Fouras, là, pour lui apprendre la voix du sauveur contre les marcheurs blancs ou une connerie comme ça, et donc il va réapparaître à un moment ou à un autre. Et honnêtement, j'ai le sentiment que s'ils ont un peu insisté sur l'arc d'Arya, c'est parce qu'ils savent qu'Arya est un personnage que les fans aiment bien. Donc, bien entendu, on va se pencher un peu sur elle, même si on n'a pas grand chose à raconter. Et j'ai le sentiment que c'est ça. Alors que Bran, à côté. Ouais, les gens sont pas non plus ultra fans du personnage, ils l'apprécient sans plus, quoi. Il me semble, hein, c'est l'impression que ça donne, quoi. Donc, c'est pas grave si on le saute un petit peu, si on le zappe pendant un petit moment, celui-là. J'ai le sentiment que c'est un peu ça, quoi. Mais à vous centrer sur Arya comme ça, je trouve que c'est presque détrimental pour le personnage de se pencher sur ce genre de choses à titre personnel. Ben, ça bon. Hein. Ça c'est dans la continuité de ce qui avait été mis dans la saison 5. C'est pas non plus affreux en dehors de ça. À côté de ça, on va avoir donc les retombées, la suite de ce qui s'est passé à Dorne, puisque Jaime revient de Dorne avec Myrcella, le cadavre de Myrcella, parce que oui, il a rien fait apparemment, et elle est morte dans ses bras, et puis il s'est dit merde, on revient, on fait rien d'autre. On peut rien faire d'autre, j'imagine, une connerie comme ça. Et voilà, elle est triste, Cersei, de voir ça, surtout après ce qui lui est arrivé, donc il y a une autre merde qui lui vient. Et il se console un petit peu. Elle qui a peur parce que, oh, c'est ce que lui avait prédit la sorcière. Et Jaime qui dit, merde, on emmerde les prophéties, tout ça, c'est nous qui décidons de notre destin. Et voilà, ils essaient de se consoler un petit peu dans le chagrin et tout. C'est pas mauvais en soi, mais bon, je me dis... Déjà, c'est pas comme ça que ça avait été présenté. Myrcella n'était pas censée mourir comme ça d'après ce qui a été dit dans la prophétie, il me semble. Et ouais, quoi, sinon ils sont morts tous les deux, et les deux aînés. Hein. Le dernier, il va pas tarder logiquement, hein, si on suit la logique de ça. Enfin, je dis ça comme ça. Le problème avec ça, c'est un moment tout à fait acceptable, qui passe très bien entre ces deux-là, je le reconnais. Le problème avec ça, c'est ce qui se passe à Dorne après, parce que il y a le prince Doran qui reçoit la missive qui l'informe de la mort de Myrcella. Alors déjà, je sais pas pourquoi il recevrait cette missive comme ça, mais genre comme ça, alors que
J'en sais rien, il devrait pas être un petit peu soupçonné. Je pense, très sincèrement, qu'on va soupçonner surtout Elaria, même si c'est pas dit. J'espère que Jamie est certain que c'est Elaria, sinon ce serait pas logique. Oui, au passage, on m'a repris, j'ai dit Elias et Elaria. Vous m'excuserez, c'est très similaire quand même, hein. Même base, même fin, c'est juste le art en plus. Vous m'excuserez de me tromper dans la saison 5 pour ça. Mais bon, j'ai pas suivi tous les commentaires à ce niveau-là et... Enfin bon, je m'excuse, c'est Elaria. Et apparemment, elle va avoir une importance notable, vu que juste après que Doran ait vendu cette missive, elle et sa fille se disent merde, on va buter le prince ainsi que son garde du corps personnel, et ça suffira. Voilà, hein, Doran se fait buter, et Elaria l'accuse d'être trop leste, de trop laisser faire, après la mort de sa sœur, après la mort de son frère, et apparemment tous les soldats sont d'accord, se disent qu'ils ont un roi trop couille molle, en gros. Alors, je veux bien, ça aurait été cool de l'instaurer un petit peu, parce que ça n'a jamais été particulièrement appuyé, que les soldats se disaient «Ah, tiens, je trouve que notre prince, il est trop leste». Ça n'a jamais été particulièrement appuyé. Mais là, ouais, hein, les soldats, ils voient leur prince se faire buter et Elaria qui prend le pouvoir maintenant, ils se disent «Ouais, ok, on préfère elle». Parce que ça n'a jamais été appuyé d'une quelconque façon avant. Mais voilà, c'est ok, très bien, comme vous voulez. Et un autre truc qui me gêne beaucoup, alors c'est peut-être moi qui ai mal interprété ce qui s'est passé à la fin de la saison 5, mais Tristan est toujours à Dorne, et donc le fils de Doran, le promis de Myrcella, et ouais, les autres aspics Amazon viennent le buter rapidement, histoire de dire «Ah, on va buter Tristan parce que lui aussi c'est une chiffre molle et on s'en fout de lui». Et... Quoi? Pourquoi il n'a pas suivi Myrcella? Je comprends pas. Pourquoi il n'est pas parti en même temps qu'elle? Je veux dire, vous aviez passé un marché comme quoi Tristan devait suivre Myrcella pour être avec elle et avoir un siège au conseil. Pourquoi il n'est pas parti? Pourquoi il a fallu qu'il reste là plusieurs jours, le temps que la missive arrive et tout, et qu'il se fasse buter lui aussi? Et pourquoi? C'est pas logique du tout pour moi. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai le sentiment que ils se rendaient compte que Tristan et Doran, ça allait pas très loin avec eux et qu'il fallait attiser le conflit, et pour ça il fallait mettre les aspics en avant, et donc merde, on doit les buter rapidement. Tristan n'a plus aucun intérêt vu que Myrcella est morte et que apparemment on va pas lui donner un rôle important par la suite, donc on va le buter rapidement en plus de Doran. C'est une façon complètement naze d'expédier votre nouvelle situation à Dorne. Et je trouve ça foireux, personnellement. Et je trouve ça foireux. Mais voilà, maintenant, Elaria dirige le coin. C'est la princesse de Dorne. Tous les soldats sont de son côté, en dépit du fait qu'elle a essayé de trahir le prince, parce que tous les soldats n'en ont rien à foutre du prince, en gros. Oh, ok, ça lui a été dit, mais ok. Et voilà, maintenant, il va y avoir une guerre ouverte entre Dorne et Port-Réal, entre les Martell et les Lannister. Youhou! C'est amené avec des gros sabots, et la saison 5 n'a pas vraiment bien su appuyer ces personnages, les rendre particulièrement intéressants pour que ça ait un poids particulier. Donc ouais, maintenant on va voir celles-là qui seront les ennemis de Port-Réal, l'espace d'une saison, ou peut-être plus, je sais pas trop. Et c'est un peu le souci que j'ai par rapport à ça. On est à la saison 6, il reste plus que 3 saisons maintenant. Et je sais qu'il reste au total 23 épisodes, hein, si on compte bien. Oui, c'est 23, c'est ça. Donc, il y a encore énormément de conflits à finir avec les Bolton, avec les Greyjoy qui sont toujours dans leur coin, hein, je rappelle, avec les marcheurs blancs qui doivent arriver, avec Daenerys qui doit venir. Et je suis sur le cul de voir que vous créez davantage de conflits sur la durée avec le peu de temps qui vous reste. Parce que c'est assez
je vous cache pas que ça devient de plus en plus frustrant et un peu irritant de voir que ce que vous instaurez, vous le mettez à peine en avant. Encore, Daenerys est toujours à Myrine et apparemment ça a l'air mal parti pour qu'elle se décide, tiens, je vais partir à Westeros tout de suite, peut-être en fin de saison 6, c'est tout ce que j'espère, mais j'ai le sentiment que ouais, ils veulent faire durer Myrine un petit moment. Les marcheurs blancs, apparemment, l'hiver il arrive, mais il arrive à... pas d'escargot, hein. Sérieusement, ça fait des lustres que l'hiver arrive. Bah, j'attends de le voir arriver cet hiver, s'il vous plaît, hein. Et énormément de trucs qui sont retardés à fond, en créant de nouveaux conflits de ce genre-là. Et je vous cache pas que ces nouveaux conflits, ils ont pas autant d'impact que les premiers qui avaient été créés. Surtout quand on voit que le conflit autour de Stannis a été résolu de façon frustrante et un peu expédiée à la fin de la saison précédente. Si pour créer d'autres conflits sur la durée qui risquent de se terminer aussi comme ça, je vous cache pas que ça met pas particulièrement en joie, hein. Ça me dit pas waouh, c'est incroyable. Je suis impatient de voir comment ça va se résoudre. Parce que là, c'est un conflit direct ouvert. Et ouais quoi, Dorne va attaquer direct, vu la mentalité et l'organisation très stratégique d'Ellaria, j'ai le sentiment qu'elle va pas avoir des plans super poussés pour s'attaquer à eux. Et puis voilà quoi. Si vous faites en sorte que Dorne a un rôle vraiment important à jouer là-dedans, j'attends de le voir, hein, mais je suis vraiment pas convaincu. Vraiment pas convaincu. Bon, en parlant donc des conflits pas résolus, il reste à voir ce qui se passe du côté des Bolton, puisque voilà, il y a Ramsay qui voit le cadavre de sa bien-aimée Miranda et qui se remémore un petit peu leur rencontre et qui a une certaine affection pour elle. Voilà, on voit qu'il y avait un truc un peu spécial entre eux, même si il a toujours cette espèce de non-respect des choses en disant ouais bah ça reste un cadavre maintenant, donnez-la au chien, pas besoin de l'enterrer ou quoi que ce soit. Mais voilà, il y a quand même ce truc, cette espèce d'attache qu'il avait, qu'il affiche bien, ce qui montre bien qu'il tient absolument à ce que il soit retrouvé, hein, que Theon et que Sansa soient retrouvés par les limiers qu'il a envoyés les pourchasser. Et donc c'était pas mal, tandis qu'on appuie aussi un petit peu la peur qu'il a, parce que si Sansa se barre et qu'elle peut pas lui donner d'héritier, eh ben il sera un peu dans la merde, parce qu'il pourra pas permettre à la famille Bolton une vraie descendance digne, etc. Et donc on repartira sur l'autre fils Bolton qui s'apprête à avoir normalement avec sa femme. Et donc voilà, il est un petit peu sur la sellette, le Ramsay, il a un petit peu peur. Et c'est là qu'on se centre sur Sansa et Theon qui échappent un petit peu donc aux limiers, aux chasseurs avec leurs chiens. Et j'avoue que c'est un moment super fort, quoi. Hein, où Theon vraiment force Sansa à braver le froid et tout. Et où apparemment ils arrivent à s'en sortir pas trop mal. C'est un peu comme de la Reine des Neiges, vous savez, lorsqu'on voit... Anna et qui se trempe totalement la robe dans de l'eau glacée et ça lui fait juste faire brrr. Ah c'est froid alors que ça devrait pas lui faire ça hein. Et là bon ils essayent de rendre ça un tout petit peu plus fort mais ouais c'est comme ça qu'ils réagissent brrr, c'est froid. Alors à leur décharge ils disent qu'ils pourraient en mourir de froid mais c'est pas très bien appuyé par la suite, c'est le petit détail, excusez-moi d'insister là-dessus, c'est pas grave quoi, mais ouais il y a ce moment assez fort où ils doivent se réfugier sous un tronc d'arbre où il la serre un petit peu pour la réchauffer, où on voit qu'il y a ce petit moment entre deux où ils sont un peu solidaires dans ce qui les touche, et à un moment donné où Theon, dans un dernier élan de courage, essaye d'attirer les autres ailleurs pour la sauver sans réussir à grand chose. Mais voilà, c'est assez fort, hein. On sent que dans l'adversité, il y a cette espèce de lien entre eux qui s'est renoué. Et j'aime beaucoup ça, je vous cache pas, j'aime beaucoup ça. À nouveau, je trouve que la mort, c'est-à-dire Miranda qui menaçait de la blesser, Sansa, c'était trop rapide dans l'épisode précédent, mais quand même, ça reste très fort ces moments-là entre eux. Mais voilà, ils se font retrouver par les chasseurs et leurs chiens, et c'est là que Brienne arrive à la rescousse. Et apparemment, les chiens se sont barrés à ce moment-là, parce qu'on les voit plus.
Ils se disent, tiens, on se barre, il y a un combat, on participe pas. Alors que le truc des chiens, surtout d'après ce qu'on a vu dans la saison 4, il me semble, oui c'est ça, au début de la saison 4, c'est qu'ils déchiquetent sans trop de problèmes les gens qu'on leur dit de déchiqueter. Mais là, ils font rien, ils se barrent. Et donc le combat sera seulement entre Brienne et les 4-5 soldats. Et Podrick, Podrick aussi participe. Et c'est un petit peu bizarre ce truc, que les chiens ne servent à rien à ce moment-là. C'est le petit détail qui m'a fait légèrement tiquer. Mais en dehors de ça, c'était assez fort. La violence du combat. On a peur pour Podrick et pour Brienne qui sont à plusieurs moments en passe de se faire avoir, mais qui arrivent à s'en tirer. Et à la fin, Podrick est pas loin de se faire transpercer par un de ses ennemis. Mais Théon le sauve à la fin en attaquant son ennemi par derrière. C'était la bonne action bien foutue. Et il y a mon moment préféré de l'épisode où Brienne repropose ses services à Sansa et où Sansa les accepte en tout honneur. Et ouais, c'est ce moment de rencontre, de groupe qui se forme enfin, qui est assez fort. Voilà, c'est ce genre de choses que j'aime voir, que je vois malheureusement pas souvent, mais ça fait plaisir à voir, quoi. C'est mon moment préféré de l'épisode. J'ai beaucoup apprécié ça. J'ai failli oublier une petite scène à Port-Réal, en plus de ce qui se passe avec la mort de Myrcella, autour de Marjorie, qui est toujours détenue par la foi militante, et gardée par une sœur qui ne sait dire qu'un seul mot, avouer. Chaque fois qu'elle demande un truc, Marjorie, je peux voir mon frère, avouer, avouer, avouer. En fait, c'est Odor, cette fille, c'est comme Odor. Son nom, c'est avouer, et elle s'est répété que son nom à chaque fois, c'est ça le truc. C'est ça cette nonne en fait. Enfin bon, il y a le grand moineau qui entre et qui dit « Sortez, sœur avouée, je vais me charger de cette femme. » Sur le coup, pour discuter rapidement avec elle, histoire d'eux, ça apportait pas grand chose, mais c'est histoire d'appuyer une fois de plus la mentalité du personnage, qui fait que ouais, c'est un antagoniste, un personnage qui me déplaît, mais d'une bonne façon. Dans le sens où, ouais, il tient absolument à ce qu'elle avoue ses péchés parce que, ouais, elle a fait quelque chose de pas bien et c'est là qu'elle répond oui, personne n'est parfait. Il dit, ah, vous êtes sur la bonne voie. J'adore. J'aime bien cette façon qu'il a de draper ses actions excessives et barbares par le fait que je représente ce qui est bien, la bonne foi, etc. Ça le rend particulièrement détestable, mais d'une façon originale par rapport aux autres, comme je l'ai dit, aux autres personnages détestables de cette série, et ça le rend intéressant, vraiment. Et je suis impatient de voir le moment où il tombera, impatient de voir le moment où ils vont ravaler leur fierté d'une façon ou d'une autre, et je suis très impatient de voir ça. Parce qu'on est bien d'accord que Marjorie, oui, elle a fait acte de parjure, mais en dehors de ça, honnêtement, ça doit être le personnage... L'un des personnages au pouvoir dans le coin à Port-Réal qui a été le plus honnête. Je veux dire, bien entendu, elle a fait quelques manigances pour se mettre un peu les gens dans sa poche, mais elle a fait de bonnes actions. Elle n'a jamais été ultra mesquine et elle n'a jamais fait des messes basses affreuses pour ça. Elle a œuvré pour le bien du peuple, même si c'était pas désintéressé du tout. On est d'accord, mais elle a quand même œuvré pour le peuple, elle s'est bien fait voir et tout et tout. D'ailleurs, au passage, je dis ça, mais je trouve ça assez bizarre, maintenant que j'y pense, que le peuple n'ait pas de problème avec le fait que Marjorie était enfermée par la foi militante. Parce que Cersei soit enfermée et que le peuple lui crache dessus, je veux dire, très bien, avec toutes les rumeurs qu'il y a sur elle, c'est normal. Marjorie... Elle qui a fait beaucoup de bien pour le peuple, elle qui a été acclamée par le peuple à plusieurs reprises, le peuple n'a aucun problème avec ça? Apparemment. Petit détail, maintenant que j'y pense, ça me vient comme ça. Et voilà quoi, le grand moineau essaye de se la jouer ça. Ah, vous avez quelque chose à vous reprocher et il faut que vous confessiez pour mieux vivre auprès de notre Seigneur, alors que ce connard-là a beaucoup plus de choses à se reprocher, de mon point de vue en tout cas, que Marjorie. Donc, vraiment, j'espère... Que Marjorie ou quelqu'un d'autre lui fera ravaler sa fierté à un moment donné, celui-là. Ça me ferait énormément plaisir. Voilà, c'était une petite scène pas mal, pour appuyer le personnage. J'aime bien et remettre Marjorie un petit peu en avant, parce que ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, ça me manquait un peu. J'aime beaucoup Marjorie, vraiment, c'est le personnage surprise qui m'a vraiment plu dans la saison 3, et la revoir de temps en temps, ça fait plaisir. Donc...
Il nous reste à voir ce qui se passe du côté de Daenerys et de Château Noir. Bon, du côté de Myrrine, donc, on a un petit moment pas mal autour de Varys et Tyrion qui visitent un petit peu les lieux, qui font un petit topo de la situation, comme quoi Daenerys n'est plus autant acclamée par le peuple avec ce qui s'est passé avec les fils de la harpie et certaines décisions qu'elle a dû prendre, donc elle est beaucoup moins appréciée. Et donc il y a une espèce d'organisation à faire. Déjà, trouver qui dirige ces fils de la harpie. Je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps, ça je vous cache pas. Et voilà, arriver à redorer l'image de Daenerys. À Myrrine. Alors, le souci que j'ai avec ça, à titre personnel rapidement, c'est que c'est Myrrine, quoi. J'attends assez impatiemment de voir le moment où elle partira enfin à Westeros. Mais apparemment, faut attendre longtemps pour ça. Hein. Mais ça me rappelait quand même beaucoup leur conversation, leur organisation dans la saison 2, lorsque Tyrion était main du roi, et qu'ils devaient un petit peu organiser ensemble certaines choses pour arranger les choses dans le coin. Là, j'ai retrouvé un petit peu cette sensation-là, ce besoin de bien faire comme ce qu'il y avait dans la saison 2, c'était très cool ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc du côté de Daenerys, on voit Daario et Jorah qui sont à sa recherche, donc ils ont retrouvé les restes d'agneaux et etc. qu'a bouffé son dragon Drogon qui s'est donc envolé au loin et qui fout rien. Je sais pas, sa maîtresse s'est fait capturer, il s'en fout royalement. Pourquoi il est venu l'aider avant contre les fils de la harpie si maintenant il se dit non, je veux pas l'aider? Il a dû se dire, oh, elle risque rien sur le coup, en dépit du fait qu'elle est enchaînée, traînée par les pieds, par les Dothraki. Non, 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 je vais pas l'aider là. La mentalité de ce dragon m'échappe un petit peu, je vous cache pas. Hein. C'est un ado rebelle, il fait ce qu'il veut, il est pas sûr de ce qu'il pense. On va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça, ok, très bien. Et ouais, donc Daario suit un petit peu la piste, ils comprennent qu'elle a été enlevée par des Dothraki, ils discutent un petit peu entre eux du fait qu'ils sont fous amoureux de cette femme et qu'ils sont impatients de voir ce qu'elle pourra accomplir en gouvernant le coin. À fond, donc, et ça appuie le fait que Jorah risque de pas tarder à crever avec sa léprose qui commence un tout petit peu à s'étendre. Quand je dis un tout petit peu, c'en est là, quoi, hein. Ouais, hein, je sais pas combien de temps il l'a, mais c'est pas non plus une maladie qui se répand très très vite, hein. Bon, enfin bon. On suit donc Daenerys qui a été enlevée par les Dothraki, qui ne la reconnaissent pas. Alors ça, c'est un peu le gros souci que j'ai dans cette partie-là, c'est le fait que, en dépit du fait qu'elle a été avec Khal Drogo, l'épouse de Khal Drogo, qu'elle est assez reconnaissable physiquement, qu'on ait tellement entendu parler d'elle, qu'elle soit tellement populaire, de façon à ce que, même dans les bordels à l'autre continent, et on joue son rôle, quoi, on prenne son look pour attirer les gens, quoi, comme quoi, ouais, elle est super populaire. Les Dothraki ne la reconnaissent pas. Lorsqu'elle dit son nom, ils se disent « Ah ouais, je vois pas de qui tu parles. » Genre, je suis Daenerys Targaryen, tout ça, hein. Elle donne tous ses titres. Je te reconnais pas, j'en ai rien à foutre de tes titres, etc. What? Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? C'était la femme de votre chef, comment ça se fait que vous la reconnaissiez pas? Alors, j'imagine peut-être que les Dothraki ont plusieurs tribus, peut-être. Ça n'a pas été particulièrement appuyé, mais bon, on va dire que peut-être c'est ça. Mais c'est dingue que personne la reconnaisse, quoi. Que personne parmi les Dothraki se dise, tiens, ça rappelle Daenerys, lorsqu'elle dit son nom, tiens, ça me dit rien, tout ça, non, c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi pour moi. Et ça apporte une petite couche de conneries supplémentaires dans la mise en scène, parce que quand elle finit par dire qu'elle est l'ex, la veuve de Khal Drogo, tout le monde la croit sur parole. Genre, ils en avaient rien à foutre de tous les titres qu'elle s'était donnés, hein, ils faisaient pas gaffe à ça, ils s'en foutaient royalement, mais quand elle dit qu'elle est l'ex de Khal Drogo, tout le monde se dit « Oh, c'est incroyable! Elle pourrait pas du tout mentir, oh, donc on la croit sur parole, et maintenant, code d'honneur des Dothraki, on ne touche pas à une veuve de Khal. » Voilà. C'est... Ouais, les Dothraki sont un peu cons en fait, hein, dans la mise en scène, hein. J'ai beaucoup de mal, je vous cache pas. Oui, elle dit ça comme ça, vous la croyez sur parole, alors que lorsqu'elle disait tous ces trucs-là, vous la reconnaissiez pas du tout et vous en aviez rien à foutre.
Mais voilà, ils la croient sur parole et se disent, ouais, une veuve de Cal, on peut rien lui faire, on la laisse tranquille, on la libère, blablabla. Très bien. Mais ils vont pas la ramener chez elle ou quoi que ce soit, étant donné qu'ils doivent suivre leur coutume à la lettre, ils doivent l'amener à une espèce de temple, un espèce de temple dans lequel doivent se retrouver toutes les veuves de Cal. C'est la tradition d'Osraki, toutes les veuves de Cal doivent être réunies dans un même temple pour faire le deuil de leur chéri, un truc comme ça, je sais pas trop. Alors, petit détail, pourquoi ils ont pas fait ça à la fin de la saison 1 lorsque Khal Drogo est mort? Pourquoi ils l'ont laissé seul dans son coin et merde. J'appuie pas là, je vous cache pas. Ou alors c'était prévu au départ, mais lorsqu'ils ont vu qu'elle a fait naître des dragons, ils se sont dit ok, tant pis, on va pas lui proposer ça, je sais pas. Mais voilà quoi, maintenant elle doit être amenée à un temple pour veuve de Khal. Parce qu'apparemment c'est une fonction régulière ça. Les Khal meurent souvent. Ok. C'est... Ça repose sur du gros n'importe quoi. Vous avez totalement mal géré le Dothraki là-dedans. Hein. Par rapport à ce qu'ils sont censés savoir et tout, par rapport à leurs coutumes, de ce qu'on a vu dans la saison 1, etc. Pour ma part, c'est super mal fait. Hein. Super mal mis en scène. Hein. Alors, on sent clairement que, ouais, maintenant, ils suivent plus trop les directives du bouquin et partent un petit peu sur des trucs plus libres, de nouvelles interprétations plus libres, donc d'après ce qu'on m'a dit en commentaire, et apparemment c'était clairement pas prévu par l'auteur que de faire en sorte que les Dothraki se comportent comme ça. Hein. Enfin bon, il ne reste plus qu'à voir ce qui se passe à Château-Noir, et apparemment le nouveau héros ça va être Davos, du coup on va suivre Davos, le pseudo-remplaçant de Jon Snow, qui découvre le corps ainsi que les quelques rares fidèles qui lui restent, c'est-à-dire les quelques rares amis qui étaient encore prêts à l'épauler et tout, dont donc ouais, le mec dont je ne retiens jamais le nom, mais apparemment je vais faire cet effort-là puisque ce sera un nouveau personnage important, le personnage, le nouveau héros de la garde de nuit, Ed, l'ancien compagnon de Jon Snow. Ouais, il est présent depuis le début, ce type. Et ouais, donc il n'y a que lui et quelques autres qui sont encore fidèles à la mémoire de Jon Snow et qui tombent sur le corps, qui décident de l'entreposer quelque part pour le pleurer un petit peu et essayer de s'organiser pour lutter contre Thorne et le reste de la garnison qui vont être contre eux. Un Thorne qui avoue ce qu'il a fait et qui se met rapidement tous les autres dans sa poche en disant « Ah, Jon Snow nous avait trahis en prenant les mauvaises décisions même s'il les croyait justes. C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Ok, bah à ce moment-là, pourquoi t'as pas fait ce que t'as fait avant qu'ils mettent ces mauvaises décisions totalement jusqu'au bout, quoi? Pourquoi t'as pas fait ce que t'as voulu faire avant ça, connard? Parce que là, maintenant... C'est ça le truc avec Thorne, quoi. Il essaye de se défendre en disant ouais, j'ai fait ce que je croyais être bon pour la garde, mais maintenant que ça s'est passé, maintenant que Jon Snow a pris la décision que tu voulais pas qu'il prenne et qu'il a foutu la garde en danger d'après ce que tu penses, maintenant il pouvait plus prendre d'autres décisions en dehors de ça pour faire du mal à la garde. Maintenant, il allait certainement prendre des décisions qui partiraient plus en faveur de la garde. Donc c'était totalement hypocrite là. C'est complètement con, je le redis, hein, de faire ça maintenant. Cette décision était complètement débile de le tuer à ce moment-là. Je le pense toujours, hein, c'est stupide. Donc... Ouais, il se met quand même les autres dans la poche avec un petit discours à la con. Ah, j'ai fait ça pour la garde parce que je savais que Jon Snow prenait des décisions qui nous feraient du mal, blablabla. Donc voilà, il y a que quelques personnes dans le coin. Il y a Mélisandre qui passe rapidement pour voir le cadavre de Jon Snow en disant « Oh, mais je l'avais vu dans mes visions combattre à Winterfell. Qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai l'impression qu'il y a une espèce de crise de foi FOI de sa part avec ce qui s'est passé dans l'épisode précédent et maintenant, histoire de dire... Mais voilà, quoi, maintenant avec notre petit groupe contre les 40 autres soldats de la garde, ils doivent décider de comment gérer ça. Donc il y a Ed qui se dit « Ah, on n'a pas d'alliés dans le coin, mais on peut aller en chercher auprès des sauvageons qu'on a sauvés. » Donc il part rechercher Tormund, j'imagine, pour demander son aide, tandis que les autres restent là.
Ed qui est arrivé à sortir sans se faire repérer, chapeau bas. Et ouais, quoi, il y aura quelques moments de tension, pas trop mal. Je le reconnais, je me plains un petit peu, mais les problèmes que j'ai, c'est bien surtout de l'épisode précédent. Là, ça va, hein, la mise en scène est bien, on sent qu'il y a ce problème de seul contre tous. Ils doivent gérer quelque chose en étant pas assez peu nombreux contre toute une garnison qui s'est totalement mis contre eux. Et donc c'est pas mal. Je reconnais que c'est pas mal. Par contre, ouais, la seule chose que j'aurais à redire dans ce segment, et c'est un peu grossier pour moi aussi, c'est que pourquoi personne ne brûle le corps de Jon Snow là? Je rappelle quand même, logiquement, hein, que les cadavres reviennent à la vie et deviennent des zombies aux ordres des marcheurs blancs. Hein. Donc, pourquoi Thorne et compagnie ne l'ont pas fait, et pourquoi, lorsqu'ils récupèrent le corps, Davos et compagnie ne le font pas? Je pige pas ça, j'avoue que j'ai du mal à saisir, hein. C'est un petit souci quand même, hein. En tout cas, ouais, ça se termine sur Davos et compagnie, qui sont donc dans une mauvaise situation et soit ils se confrontent à Thorne et les autres tout de suite et ils sont dans la merde, soit ils doivent se fier à Ed, parti chercher du secours pour eux. Et c'est là que Davos dit, attendez, nous avons Mélisandre de notre côté, elle est capable de bien les choses avec sa magie. Et c'est là qu'on a le grand moment de fin, et un petit peu bizarre sur le coup, où elle se fout à poil, parce que faut bien qu'elle se foute à poil. Je sais pas pourquoi elle doit se foutre à poil, mais voilà, elle se fout à poil devant son miroir, et paf, tout d'un coup, elle devient vieille. Alors, l'interprétation que je l'ai sur le coup, hein, parce que bon, ça va pas aller beaucoup plus loin, c'est que apparemment le maître de la lumière lui a permis cette espèce de jeunesse éternelle, alors qu'elle est censée être beaucoup plus âgée qu'elle ne l'est. Et là, elle a renoncé à la jeunesse qu'on lui a donnée pour faire une espèce de sort à la con, je sais pas trop quoi, pour les aider. On verra un peu ce que c'est, j'imagine. C'est un peu comme ça que je l'interprète, j'imagine que ça doit être ça. Mais voilà, c'est histoire de rendre la chose perturbante pour le spectateur. Ah, regardez la belle Mélisandre que vous avez vue à poil plusieurs fois, ah, ben maintenant c'est une vieille peau, et elle est à poil aussi. Ah, ça vous perturbe, hein? Ouais, ok. Très bien. C'est le détail un peu gratuit, ça. Sinon, ouais, donc ça se termine là. Et c'était pas mal du tout, hein, vraiment. J'ai apprécié où ça voulait aller sur pas mal de points. Et sur d'autres points, bah, c'était un peu en continuité de la saison précédente. C'est-à-dire que c'est les mêmes résolutions, les mêmes développements en queue de poisson, trop rapide, trop expédié et pas bien illustré qu'on a depuis la saison 5 autour de Dorne, autour d'Arya. Un petit peu autour de Daenerys, je vous cache pas, là, cette partie-là autour des Dothraki me gêne un petit peu. Mais à côté de ça, le reste était très bien foutu, avec de bons moments de personnages et tout et tout. Je le redis, le moment entre Sansa et Brienne était super fort, vraiment. Beaucoup plus satisfaisant que lorsque Brienne a enfin eu sa vengeance sur Stannis super rapide. Beaucoup plus satisfaisant que ça. Donc ça compense bien les problèmes de l'épisode et ça le rend pas mal. On verra ce qui se passe par la suite. Qu'est-ce que ce sera ce sort de Mélisandre? Je suis impatient de voir ça. À bientôt pour l'épisode 2. Bye.